Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Bah, qu'est-ce que c'est? Un clin d'œil à celui du 29 mai 1913 qui eut lieu au Théâtre des Champs-Élysées à Paris pour la première du Sacre du Printemps. Bon nombre de témoignages se croisent au sujet de ce scandale et comme tous les souvenirs, ils sont enjolivés, déformés, en tout premier par nos propres mémoires, et c'est sous cette forme qu'il est passé à la postérité. Il fait très chaud ce jour-là, je suis d'accord, ça n'explique pas grand-chose. On aurait entendu quelqu'un dire à l'entrée, bah, c'est à quelle heure l'émeute? Certains disent que Diaghilev, l'impresario de la compagnie des ballets russes, on en reparlera, un peu dépassé par son idée, aurait en partie organisé le scandale. Un coup de com', un coup de pub. Cocteau, présent dans la salle, parle lui d'un conflit entre la haute société de l'époque et la jeunesse de l'avant-garde. Très vite donc, dans la salle, huée, sifflet, injures, moqueries, appelez un dentiste, faisant référence à la pose que prenaient très fréquemment les danseuses dans cette chorégraphie. Certains parlent de gifles et même de coups distribués ce jour-là. Une anecdote souvent relatée, Stravinsky, le compositeur, présent dans le public, quitte la salle, rejoint Nijinsky, le chorégraphe, dans les coulisses, lequel, debout sur sa chaise avec son manteau sur les épaules, il venait de danser, contre la musique, en hurlant aux danseurs qui n'entendaient plus l'orchestre. Stravinsky, le retenant par le dit manteau, pour l'empêcher de bondir sur la scène. En effet, Nijinsky était fameux pour ses bons et ses sauts impressionnants. Tout cela pendant qu'ordre était donné d'éteindre et d'allumer les lumières afin de tenter de calmer le public en furie. Le spectacle s'est pourtant déroulé jusqu'au bout. Pourquoi ce choc? L'œil et l'oreille du public, des habitués, familiers des jolis ballets classiques romantiques, n'étaient pas prêts à recevoir la dose de sauvagerie contenue dans cette création. Ce choc, ce tremblement de terre, ce chaos,
C'est sûrement celui qui annonce celui qui adviendra réellement l'année suivante. 1914, Première Guerre mondiale. 1917, Première Révolution russe. Alors, quelle est l'association de malfaiteurs qui est à l'origine de ce sacre qui compte? 46 danseurs, 113 musiciens, plus de 120 heures de répétition et seulement 8 représentations après plus rien pour ce qui est de la chorégraphie de Nijinsky. Je vous les présente au travers de ce petit trombinoscope. Serge de Diaghilev, impresario de génie, donc fondateur de la compagnie des ballets russes, composée en partie des danseurs issus du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Dans l'idée d'une œuvre d'art totale, il passe commande et met en lien des artistes contemporains d'avant-garde, chacun dans leur domaine. Par exemple, avant le sacre, 1912, Mallarmé, Debussy, Bakst, Nijinsky, pour l'après-midi d'un faune. Un petit scandale. Ou bien après le sacre, en 1917, Cocteau, Picasso, Satie, Massine, pour Parade. Un scandale. Le grand scandale, celui dont nous parlons aujourd'hui, le sacre du printemps. Pour ce scandale-là, il réunit Igor Stravinsky, un des compositeurs les plus influents du XXe siècle. Nicolas Roerich, peintre, philosophe et anthropologue, ça a son importance pour les décors et les costumes. Václav Nijinsky, danseur adoré par le public parisien, chorégraphe, dit le dieu de la danse. L'argument du ballet, la paternité de celui-ci semble se discuter entre Stravinsky et Roerich. Ce qui est important, c'est qu'il se situe dans la Russie primitive. Stravinsky écrit « J'entrevis dans mon imaginaire le spectacle d'un grand rite sacral païen, de vieux sages assis en cercle, observant la danse de mort d'une jeune fille qu'ils sacrifient pour rendre propice le dieu du printemps. Il parle aussi d'une manière plus fondamentale de chercher à traduire la montée totale, panique, de la sève naturelle. » J'ai encore un élément sur son inspiration. Quelle a pu être l'inspiration de Stravinsky? À la question « Qu'aimez-vous le plus en Russie ?» Stravinsky répondra « Le violent printemps russe qui semble commencer en 1 heure et qui fait croire au craquement de la terre entière. C'était là l'événement le plus merveilleux de chaque année de mon enfance. » Et le craquement de la terre entière est en effet palpable dès le début de l'œuvre. Écoutez-le aussi à l'orchestre. C'est un vrai fouillis qui démarre de façon très étrange et poétique. Chaque instrument a son mot à dire, mais au lieu de former une phrase, les mots se superposent et finissent en un énorme charivari. En attendant l'orchestre, il faut convaincre à moindre frais. Ainsi, en juin 1912, Debussy se trouve chez son ami musicologue, Louis Laloy. Stravinsky les rejoint avec la réduction pour piano à 4 mains de la première partie du sacre. Il se met au clavier, dans le rôle de Debussy, Emmanuel, et moi-même, Stravinsky. Quand ils eurent fini, écrit Laloy, nous étions muets, terrassés comme après un ouragan venu du fond des âges, prendre notre vie aux racines. Quelle est donc cette recette pour provoquer un tel effet? Un premier élément, la dissonance. Le fameux accord Tom-Choc. On peut le traduire par ce que Stravinsky en était très fier. Son secret de fabrication, par exemple, 2 accords simples, combinés. Ce cluster de 8 notes est répété, martelé pas moins de 280 fois, avec une accentuation sauvage, totalement irrégulière, impossible à anticiper.
joué au piano ce passage du sacre pour la première fois à Diaghilev, il a paru très offusqué et m'a demandé « Ça va durer encore longtemps ?» Je lui ai répondu, grand sourire malicieux et yeux brillants, « Oui, aussi longtemps que ce sera intéressant. » Et il se tut. Les accords dissonants parcourent toute l'œuvre. Mais on a un autre type de dissonance. Par exemple, ce motif simple et enjoué devient acide et grinçant. Dans le cercle mystérieux des adolescentes, celui-ci, qui semble issu d'une comptine enfantine, devient inquiétant. Le sacre est organisé en séquences bien découpées. Chacune a son propre écosystème musical. Elles s'enchaînent sans transition avec des ruptures souvent brutales. Et elles correspondent à la succession des différents tableaux de la chorégraphie. Mais trêve de bavardage, commençons.
romantisme et l'impressionnisme. Le sacre reste une étape primordiale de sa modernité musicale. Et il existe de nombreuses citations actuelles, par exemple chez Frank Zappa, ou carrément dans des morceaux de heavy metal. Dans le film Star Wars, John Williams rend un hommage à Stravinsky lors de la scène des dunes de Tatooine. C'est pour ainsi dire la même musique que vous entendrez en introduction de la seconde partie, Le Sacrifice. Allons à la recherche d'un autre ingrédient de cette fameuse modernité, l'ingrédient fondamental. C'est une vie rythmique incroyable qui suggère ses racines et cet ouragan aux critiques musicales bruxellois. Tout d'abord par la répétition et des rythmiques insistantes qui frôlent la trance. Dans les rondes printanières que vous avez entendues en première partie, c'est cet accompagnement pesant et lancinant venu du fond des âges. Ce balancement obstiné, primitif et inquiétant qui nous fait penser à notre procession dans l'action rituelle des ancêtres. Dans la danse sacrale, c'est un ostinato diabolique. L'irrégularité est une signature peut-être encore plus marquante. Elle rend la musique imprévisible, lui donne une liberté, une énergie jamais entendue, violente. L'imagination des chorégraphes et le génie des danseurs, la puissance émotionnelle et dramatique est avant tout liée à la musique et l'orchestre. Tension et énergie sonore vont croissant, puis brusquement à découvert un pianissimo, bref silence, et un accord final qui tombe comme un couperet du plus grave au plus aigu. En effet, cette musique, qui n'avait pas été conçue pour simplement se mettre au service de la danse, ni pour l'illustrer, va susciter d'autres réponses chorégraphiques. Cette partition n'impose pas d'intrigue, contrairement au ballet classique de l'époque, et l'argument tient plus de l'évocation que de la narration. Nous voilà donc en présence de corps lourds, de danseurs et danseuses qui piétinent comme un appel à la terre, avec des mouvements saccadés, soulignant une partition dissonante à la mesure du chaos produit par les phrases musicales irrégulières comme on a pu déjà l'entendre. Fini la grâce, les arabesques et la symétrie parfaite tant appréciées des ballettomanes de l'époque. Place au sautillement ample, au piétinement avec des jambes raidies, des positions en dedans et des têtes courbées. C'est toute la tradition du corps vertical qui, ici, est mise à mal. Et le danseur est pris dans des postures le tiraillant entre le ciel et la terre, les pieds en dedans, qui ne peuvent s'étaler correctement au sol. Décidément, cette communauté n'a pas vraiment les pieds sur terre, car on assiste ici à une danse qui est loin de l'expression de soi et des tourments de l'âme, mais bien celle d'une communauté où l'individu et son ego s'effacent derrière le collectif. Les motifs géométriques sur les costumes ne font d'ailleurs qu'accentuer ce travail sur la désarticulation
et trouvent un écho dans les configurations des danseurs dans l'espace. Cercle, ligne, parallèle. Échos qui font se répondre gestuels, partitions musicales, décors et costumes, et confèrent à cette pièce, lorsqu'elle parle en 1913, sa modernité et sa volonté nouvelle de spectacle total. Et si le sacre a lui aussi participé d'une rupture esthétique révolutionnaire, il n'en reste pas moins qu'il est surtout une affaire de légende. Car en effet, les traces du sacre de 1913 sont rares. Alors on a pu se baser sur la partition musicale et le livret qui sont des éléments tangibles. Cependant, il reste difficile de poser des mots sur les mouvements inventés par Nijinsky. Bien sûr, il existe la reconstitution de Geoffrey, Hodgson et Archer datant de 1987, basée sur différentes sources. Photos d'époque, critiques très négatives mais très descriptives, schémas comme ceux de Valentine Gross-Hugo et des notes de précision chorégraphique de Marie Rambert, assistante de Nijinsky. Ainsi, le sacre a pu renaître plus de 70 ans après sa création, et cette reconstitution vaut encore aujourd'hui comme la version cadre de l'œuvre. Mais des versions du sacre, il n'y en a eu tant, plus de 200. On pense bien sûr à celle de Maurice Béjart, dont le propos est très éloigné de celui d'origine et raconte la rencontre très charnelle entre un homme et une femme, pièce devenue mythique dans les années 70, ou bien encore celle de Pina Bausch, version très personnelle avec une gestuelle liante et un retard par rapport à la musique. Mais toutes ces versions nous montrent bien que chacune d'elles reste à la fois une reconstitution et une invention, comme si pour les chorégraphes, faire son sacre constituait en quelque sorte l'épreuve du feu, un rite auquel il fallait se soumettre. Revenir sur ces différentes créations du sacre, c'est aussi traverser un pan de l'histoire de la danse. En ce sens, le sacre du printemps souligne à lui seul l'essence même de la danse comme l'art de l'éphémère qui se passe de mots et s'apprécie sans commentaire à l'instant même où il se déroule, ce que nous allons faire pour la seconde partie de cette heure.
Thank you.